Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Africa Today Télévision. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire de l'actualité. Dans le pays, le Premier ministre Mamadi Youla a participé à la 10e édition du Toronto Global Forum au Canada, une rencontre organisée par le Forum économique international des Amériques. On parlera également de ces 5000 doses de vaccins offerts ce mercredi par la Fédération de Russie en partenariat avec Russalguinée aux autorités sanitaires du pays. C'est un don qui entre dans la lutte farouche contre le choléra. Sur le continent, nous irons en Somalie où le pays a accueilli ce mardi le sommet de l'IGAD pour la première fois depuis le début de la crise en 1991. Les 8 pays de l'autorité intergouvernementale pour le développement se sont retrouvés à Mogadiscio, la capitale. C'est tout pour les titres, bienvenue à vous. Dans le pays, le Premier ministre, chef de gouvernement, a pris part à la 10e édition du Toronto Global Forum. La rencontre a été organisée par le Forum économique international des Amériques. Mamadi Youla a profité de son séjour canadien pour prendre part à la conférence de reconstitution du Fonds mondial. Le compte-rendu de Soirée Boubacar. En marge du Forum économique international des Amériques qui s'est tenu du 12 au 14 septembre 2016, le Premier ministre Mamadi Youla, à la tête d'une délégation guinéenne, a rencontré les décideurs et hommes d'affaires invités à cette édition, mais aussi des investisseurs canadiens. Dans cet exercice qui a pour but d'attirer les investisseurs vers la Guinée, le chef du gouvernement a étalé pratiquement toutes les potentialités du pays et les projets en cours. Dans le domaine minier, Mamadi Youla voit une opportunité pour l'expertise canadienne. Je sais que le Canada est l'un des pays les plus actifs dans les start-up dans le domaine minier, dans toute la phase exploration, recherche. Donc je pense que c'est une opportunité que je pense nous devons cultiver, puisque le Canada, aussi bien pour les entreprises qui font des prestations au secteur minier que pour le financement des sociétés juniors. Donc le Canada est très en pointe sur ces questions. Donc je pense qu'il y a une réelle opportunité compte tenu, comme je viens de vous le dire, du potentiel de la Guinée dans le domaine des mines. Les mines n'étant pas la seule potentialité du pays, Mamadi Youla a présenté aussi les besoins dans le domaine du transport. Sur ce plan, le besoin est énorme. Il y a entre autres la construction des routes, des chemins de fer et des infrastructures portières. À Bouquet par exemple, il cite le besoin de l'extension du port minier. Il y a déjà un port dans cette région, il y a déjà un chemin de fer, mais dont la capacité ne suffise pas pour supporter les projets qui sont en cours de développement. Donc il y aura des expansions dans cette région, aussi bien sur le chemin de fer que sur le port. Donc ça aussi, ce sont quelques-uns des projets concrets qui sont aujourd'hui en phase de développement. Certains ont démarré, d'autres sont encore dans le développement. Donc il y a des opportunités réelles maintenant, puisque ces projets sont développés dans le cadre de projets privés. Ce n'est pas l'État en tant que tel qui porte ces projets, mais ce sont des investisseurs privés et qui certainement travaillent ou ont déjà contacté les compagnies qui sont susceptibles de fournir des services et des prestations, aussi bien dans la construction, dans les études, dans l'ingénierie. Autre secteur dont il a fait allusion, c'est le secteur de l'énergie. La Guinée dispose d'un potentiel dans la mesure où il y a de nombreux sites en Guinée qui sont aménageables. Donc il y a déjà des aménagements ont commencé, certains sont aujourd'hui sur le réseau, d'autres sont en phase de démarrage et il y a d'autres qui sont au niveau des études. Donc ces investissements devraient permettre à la Guinée d'être exportatrice d'électricité au cours des prochaines années. Donc c'est autant de potentiel, mais aussi d'opportunités d'investissement dans ces secteurs qui existent aujourd'hui, qui sont en train d'être développés. Et nous invitons donc les entreprises canadiennes à se joindre à ce mouvement qui est aujourd'hui en train d'être lancé sur de nouvelles bases.
Outre ces projets de développement économique, le Premier ministre Mamadi Youla a signifié à l'auditoire le vaste programme de bonne gouvernance qui est en train d'être mis en place. Ce forum économique international des Amériques, placé cette année sous le thème Leadership en période d'incertitude, a réuni environ 2500 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La Miss Guinée 2016 salue et félicite des récentes rencontres entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. Pour Safiatou Baldé, ce acte est un signal fort pour la décrispation du climat sociopolitique tendu dans le pays. Elle appelle ainsi les citoyens de tous bords, les leaders religieux et politiques d'œuvrer dans ce sens pour que la Guinée puisse enfin voir le bout du tunnel. C'est un reportage de Sayon Kourma. Le 7 août dernier, Professeur Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo étaient assis ensemble dans le même fauteuil au domicile privé du président de l'UFDG. Cette rencontre des deux hommes politiques, deuxième du genre en une même semaine, est une grande première dans le pays. C'est pourquoi, au lendemain de ces deux rencontres, ils sont nombreux des Guinéens qui se sont réjouis du rapprochement des deux leaders. La Miss Guinée 2016 figure au premier rang de ces personnes qui saluent cet acte. On nous a tout le temps et longtemps dit réconciliez-vous, soyez ensemble, vivez ensemble, mais on ne nous a pas donné l'exemple. Et là, je me dis que cette atmosphère-là, disons que le pas que le président a fait et le chef de l'opposition également, je me dis c'est un grand exemple et que les Guinéens doivent suivre cet exemple parce qu'on peut supposer dans ce sens que ce sont nos pères, en fait, c'est les parents donc ils donnent l'exemple. Nous, on le suit. Je pense que c'est un signal très fort et qu'on doit le suivre. Ces rencontres interviennent au moment où les autorités guinéennes et leurs partenaires sont préoccupés par la réconciliation des fils du pays. Ce geste, pour beaucoup d'observateurs, vise à consolider ce processus déjà enclenché. La reine de la beauté guinéenne demande que les citoyens suivent cet exemple des deux leaders politiques. Il n'y a aucun mal à être Soussou, Malinké, Peul, mais on se réclame Peul, Malinké, Soussou ailleurs. Mais ici, je veux dire, mais du moment qu'on sort de la Guinée, quand on te demande tu es quoi, tu dis je suis guinéen. Et ça doit se faire sentir ici entre nous. Il faut qu'on vive ensemble parce que de toute façon, ce qu'on ne peut pas faire en ayant les mains dans les mains, on ne peut pas le faire séparé. Ce qui fait que le conseil que je vais donner à tout le monde, c'est de vivre ensemble tel qu'on a trouvé, disons, peut-être nos arrière-grands-parents, de vivre dans la cohésion parce qu'on n'a pas mieux que ça. La commission provisoire de réconciliation nationale est confiée aux deux grands leaders religieux du pays. Le premier imam Elhadji Mamadou Saliou Camara et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. La détentrice de la couronne de la beauté exhorte ainsi ces religieux de toute confession à cultiver l'esprit de paix dans le pays. Ce sont des personnes qui ont un très grand rôle à jouer. On est un peuple très vertueux et c'est un peuple qui est à l'écoute de ses leaders religieux. Donc je me dis qu'ils ont la voix au chapitre, qu'ils doivent faire leur rôle. Et ce rôle, c'est un rôle de réconciliation. Ils doivent donner l'exemple, ils doivent dire ce qu'il faut quand il le faut. Il est pasteur que nous respectons tant, mais également les premiers imams. Et ce n'est pas qu'à Conakry, mais à l'intérieur du pays également. Il faut qu'ils jouent leur rôle parce que c'est vrai, la religion, c'est un vecteur de réconciliation, c'est un vecteur de cohésion également. La Guinée étant plus de 98% de croyants, Safiatou Baldé estime que ces hommes de culte sont les plus écoutés du pays. D'où leur responsabilité à œuvrer inlassablement pour renforcer davantage la cohésion nationale. Les membres des organisations de la société civile guinéenne vers la mise en place d'une plateforme de convergence citoyenne. Le but visé par cette nouvelle charte est de créer un espace de dialogue et de concertation entre les acteurs de la société civile. L'idée a été approuvée ce mercredi lors d'une rencontre initiée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, le compte-rendu de Soumar. De nos jours, elles sont nombreuses des plateformes de la société civile guinéenne qui œuvrent pour le maintien de la paix et la quiétude sociale. Mais vu le manque de dynamique collaborative entre ces structures, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux se veut de jouer sa partition dans la mise en œuvre d'un cadre de dialogue permanent.
Pour le représentant résident de AFS en Guinée, l'élaboration de cette charte sera l'une des premières étapes de l'aboutissement de cette ambition. La rencontre, c'est plus que la mise en place d'une charte, c'est, n'est-ce pas, de créer un espace de dialogue, de convergence, de concertation entre les plateformes de la société civile. L'évaluation va consister déjà à voir cette charte qui voit le jour et à pouvoir constater que sur le plan opérationnel, c'est effectif, que le Front uni de la société civile est une réalité. Après un débalé sur les textes de loi devant régir cette nouvelle plateforme, Mohamed Kamara, juriste, étale les biens fondés de cette charte. C'est un instrument normatif qui va être conçu en termes de charte où on va intégrer les principes et les valeurs pour que les différentes plateformes de la société civile puissent être ensemble. Dans leur diversité, il est vrai, mais répondre à un certain nombre de normes pour ne pas du tout qu'il y ait une sorte de difficulté dans leur fonctionnement qui soit de nature à impacter sur leur capital confiance. Les organisations citoyennes concernées par cette plateforme saluent l'initiative. Ils demandent une synergie d'action entre leurs corporations, une union qui se traduira selon le vice-président du CNOCS par le renforcement des capacités et la qualification des acteurs de la société civile du pays. Il y a beaucoup de plateformes. Nous avons de sens que si vraiment on se réunit autour de l'essentiel pour pouvoir véritablement défendre les intérêts des citoyens et aussi traduire les problèmes des citoyens en actes par des plaidoyers, mais aussi par non seulement l'instigation des lois qui permettent de prendre en charge ces préoccupations et que ces lois rentrent au niveau de la politique nationale du pays et aussi dans les politiques sectorielles du pays. Après validation de cette charte, un mécanisme d'évaluation sera mis en place, et cela dans le but que les acteurs concernés partent vers d'autres plateformes pour savoir comment celles-ci travaillent pour prévenir les outrages en termes d'alerte précoce. Santé dans cette édition, 5000 doses de vaccins contre le choléra. C'est le don que la Fédération de Russie, en partenariat avec Russal Guinée, a offert aux autorités sanitaires du pays. Ces médicaments permettront de lutter davantage contre cette épidémie qui a endeuillé des milliers de familles depuis 1970. La remise officielle de cette donation s'est faite ce mercredi à Conakry. Le point avec Alcine Diallo. C'est un geste stratégique pour l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Ce don fait suite à la demande de la structure aux partenaires russes. Ces vaccins contre le choléra renforceront la capacité opérationnelle des agents de santé en cas de détection de cette maladie. C'est pourquoi la société Russal et la Fédération de Russie se sont engagés à apporter le soutien nécessaire à la Guinée. On a demandé aux partenaires: aidez-nous, premièrement, à détecter précocement les épidémies. On est sur ça sur le terrain. Deuxièmement, aidez-nous avec les médicaments et les vaccins pour pouvoir empêcher qu'ils ne se développent dans notre pays. 5000 doses demandées par la Guinée et la réponse a été prompte. Pour l'ambassadeur de Russie, la lutte contre le choléra ne sera plus une lutte exclusivement guinéenne. La réaction d'ailleurs a été rapide aussi grâce aux efforts de Rospotrebnadzor, donc le représentant est là aussi. Rospotrebnadzor, c'est l'une des branches du ministère de la Santé qui travaille dans la santé. Et donc c'est Madame Popova qui avait réagi d'une manière extraordinaire. Et surtout, tout le monde comprend bien que le paludisme, c'est très dangereux et il faut faire tous les efforts possibles pour éradiquer tout ça. Donc le choléra maintenant, c'est ce que j'ai compris, menace le pays et donc on va faire tout notre possible pour éradiquer cette menace. Le secrétaire général du ministère de la Santé s'est réjoui du geste et demande une autre doléance aux donateurs. Le ministère de la Santé dit au nom du gouvernement que c'est très bon d'avoir les vaccins, mais nous voudrons que les capacités de nos ressources humaines soient renforcées et que cela aboutisse à une meilleure amélioration de leurs compétences et à travers l'installation d'une unité de production de ces vaccins en Guinée.
Après avoir épaulé la Guinée pendant la période difficile de l'épidémie d'Ebola, les partenaires russes en connivence avec la société Rusal viennent encore en appui pour sauver des vies dans le pays. À l'occasion de la fête de Tabaski, la première dame de la République a organisé ce lundi un dîner-gala à l'honneur des femmes de Guinée, une initiative appréciée à sa juste valeur. Aïssata Fofana nous fait le point. La première dame de la République danse au rythme des mélodies des étoiles de Boulbinet. Autour d'elle, des femmes des institutions, des ministres ou encore parlementaires, bref, des grandes dames du pays. Ensemble, elles célèbrent l'Aïd el-Kébir dans un contexte qu'elles veulent particulier. On a donné rendez-vous aux femmes, les femmes des institutions, les ambassadrices, les épouses des ambassadeurs, des ministres. C'était une façon de se retrouver, de fêter ensemble, et merci à elle. Une ambiance de convivialité appréciée à sa juste valeur. La journée de la Tabaski est une grande journée qui est célébrée dans le monde entier, que ce soit par les musulmans, les catholiques, tous les chrétiens. Et nous saluons beaucoup vraiment cette générosité d'avoir invité de nombreuses femmes, non seulement guinéennes, mais aussi les femmes étrangères comme nous qui travaillons ici en République de Guinée pour partager cette joie d'aujourd'hui. Nous venons de vivre là une initiative à mon avis toute particulière, une initiative très chaleureuse, empreinte de cordialité, de générosité. Je pense que c'est une excellente idée qu'en ce jour de fête, jour de partage, jour de pardon, jour de communion, que Madame la Première Dame ait eu cette belle idée de nous inviter autour d'elle pour partager, faire ce que nous savons faire en Afrique et particulièrement en Guinée comme au Sénégal, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est la générosité. Après ces moments de détente, la cérémonie a été sanctionnée par des photos de famille, histoire d'immortaliser encore ces instants de réjouissance. Après Ebola, comment redonner aux hôpitaux du pays leur engouement d'antan? Des hommes de culture guinéens tentent de trouver une réponse à cette question. Le slammer André Flamy compte initier un spectacle pour inciter les uns et les autres à reprendre les consultations. Le projet est notamment destiné aux jeunes du pays. Salou Yombounou. Avec l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée en mars 2014, l'on a constaté une baisse considérable du taux de fréquentation des services de santé. Des chiffres démontrent que le taux de CPN4 est passé de 62% en 2013 à 54% en 2014, soit une baisse de 13%. Entre ces deux années, les accouchements assistés ont aussi chuté de 13,3%. La situation perdure et le slammer André Flamy se sent préoccupé. L'artiste ne manque pas d'initiative pour inverser la tendance. C'est un spectacle gratuit que nous préparons et c'est une série de spectacles d'ailleurs parce que le projet 7 qu'on va lancer ici ce 17 sous l'esplanade du stade 28 septembre, mais éventuellement à d'autres villes comme Dubreka, Sigiri, Mandiana et Lola qui sont concernées par ce projet. C'est un projet de mobilisation sociale en faveur des jeunes. Enfin, au fait, c'est pousser les jeunes à aller vers les structures sanitaires et aussi se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. En fait, c'est pour accroître la demande des services de santé vers les jeunes afin d'améliorer la santé reproductive des jeunes et des adolescents. Une campagne d'information et de sensibilisation destinée aux jeunes et ce sont des artistes de leur âge qui devront passer le message. Bien sûr, pour ce samedi 17 même sur l'esplanade du stade, il y a des artistes comme Azaya, Antoine Frengo, Mamadou Tog, Kelake et aussi Djeli Kababintou et moi-même André Flamy. Donc c'est une série de sensibilisation. Et les artistes jeunes vont jouer, ils vont jouer pour les jeunes, mais aussi les artistes et les spécialistes vont passer des messages de sensibilisation à l'encontre des jeunes.
pour les dire d'aller vers les structures sanitaires, pour les dire de se préserver contre les IST, mais aussi lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Du 17 au 25 septembre donc, André Flamy met les jeunes Guinéens à l'honneur et se penche sur une question qui les préoccupe tous. Au Mali, le nouveau projet de loi modifiant le code électoral a été adopté par les députés. Désormais, pour les candidatures à l'élection présidentielle, la caution sera 2,5 fois plus élevée ou encore le parrainage des candidatures est sollicité. Regardez. Désormais, pour être candidat à la présidentielle au Mali, il faut s'acquitter d'une caution de 25 millions de francs CFA contre 10 millions auparavant. Ce vendredi 9 septembre, les députés ont majoritairement adopté le nouveau code électoral que certains dénoncent comme un recul de la démocratie malienne. La candidature à l'élection présidentielle ne doit pas être fortuite. La candidature à l'élection présidentielle, si vous avez en tout cas une vingtaine de candidats, vous conviendrez avec moi que ça engendre des dépenses supplémentaires. Et donc, la classe politique s'est accordée, en tout cas, à dire qu'il va falloir que les candidats puissent contribuer. On n'a pas dit que les candidats vont financer, mais on a dit que les candidats contribuent aux charges occasionnées par l'élection présidentielle. En plus de la caution, il y a le nombre de parrainages de députés nécessaires pour valider une candidature à la présidentielle. Il faut désormais un parrainage de 10 députés ou 5 conseillers communaux par région. Un parti sérieux ne peut pas manquer de trouver 5 conseillers communaux par région, sauf si ce parti ne représente que des sigles. Je pense qu'une candidature crédible peut bel et bien être portée par 5 conseillers. À défaut d'avoir 10 députés à l'Assemblée, vous pouvez quand même faire parrainer votre candidature par 5 conseillers communaux par région. Et l'histoire a retenu que même des candidatures indépendantes ont pu avoir la caution de l'Assemblée en droit de certains députés pour leur parrainage. Je ne vois pas la difficulté. Parmi les autres innovations de ce nouveau code électoral, les femmes seront mieux représentées sur les listes des candidatures. Les élections communales pourront se dérouler de manière éclatée, c'est-à-dire dans certaines localités et pas dans d'autres au même moment. Le texte prévoit également que le candidat à la prochaine présidentielle doit être de nationalité malienne d'origine. Pour la première fois depuis 1991, la Somalie accueille le sommet Afrique de l'Est. Ce mardi, les 8 pays de l'IGAD, entendés autorités intergouvernementales pour le développement, se sont réunis dans la capitale somalienne. Au centre des débats, la stabilité de la situation en Somalie et la gestion de la situation politique au Soudan du Sud. Suivez. Le 28e sommet de l'IGAD sous haute tension. C'est un jour historique pour la Somalie qui a réuni pour la première fois les leaders des pays d'Afrique de l'Est ce mardi 14 septembre 2016 à l'occasion du 28e sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement. La réunion de 24 heures s'est tenue dans la capitale somalienne, Mogadiscio, sous la très haute surveillance des forces somaliennes et de l'Union africaine. Al-Shabaab, le groupe terroriste à l'origine de l'attaque d'un hôtel près du palais présidentiel il y a 2 semaines, avait menacé de commettre des attentats. Le fait qu'un sommet de cette nature puisse se tenir à Mogadiscio est un signe clair du progrès que le gouvernement et le peuple somalien ont fait vers l'établissement de la paix et la stabilité, non seulement ici à Mogadiscio, mais en Somalie. Malgré les défis, nous allons dans la bonne direction. À l'approche des élections présidentielles somaliennes prévues pour le 30 octobre 2016, la stabilisation de la situation du pays était l'un des principaux sujets au programme des discussions. À cet effet, les dirigeants de l'IGAD ont pu se rendre compte des progrès réalisés. La situation politique au Soudan du Sud était également au centre des préoccupations. Sur la symbolique même de cette réunion à Mogadiscio, je pense qu'elle est importante, mais en même temps, d'une certaine manière, il ne faut pas non plus surinterpréter le fait que ce sommet de 24 heures se soit passé normalement. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est réellement réinstaller un climat de sécurité dans toute sa capitale, Mogadiscio, et sur la plus grande partie du territoire. Au niveau du Soudan du Sud, on voit bien aujourd'hui qu'il y a, je crois, une sorte d'impasse dans la situation du Soudan du Sud. Donc, est-ce que l'IGAD
qui est une organisation plutôt dynamique, plutôt volontariste, sera en mesure d'apporter une solution. Cela reste à voir, en sachant que dans l'IGAD, il y a également plusieurs visions qui peuvent s'opposer. Donc les négociations, en tout cas, sont tout à fait importantes et intéressantes. Reste à savoir sur quels termes elles vont se faire et quelles conclusions elles vont amener par la suite. La menace que représente Al-Shabaab, la filiale d'Al-Qaïda dont la Corne de l'Afrique, a été longuement débattue. Un récent rapport de l'IGAD indique en effet que ce groupe n'est plus un problème exclusivement somalien, comme l'a témoigné l'attaque de Garissa au Kenya en avril 2015. Il est présent au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti, en Tanzanie, mais aussi en Ouganda. En France, après l'attentat démantelé la semaine dernière, un adolescent qui s'était proposé à commettre un acte terroriste a été arrêté à Paris ce mercredi et placé en garde à vue. Regardez. Il était sur le point de commettre un attentat. C'est un lycéen de 15 ans arrêté ce mercredi à Paris dans le 20e arrondissement. Actuellement placé en garde à vue par les policiers de la DGSI, le suspect, né en septembre 2001, est en lien direct avec le djihadiste français Rachid Kassim, déjà au cœur de plusieurs enquêtes. Selon les enquêteurs, Rachid Kassim a inspiré les attaques de Magnanville, coûtant la vie à un couple de policiers, mais aussi de Saint-Étienne-du-Rouvray, où Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean ont tué un prêtre dans une église le 26 juillet. Il aurait téléguidé le projet d'attentat à la bonbonne de gaz du commando de femmes arrêté la semaine dernière, ainsi que celui de l'adolescent de 15 ans, interpellé samedi. Les services de renseignement français sont donc sur le qui-vive. Selon les mots du ministre de l'Intérieur, leur travail est intense et continu. Pour cause, les appels incessants lancés par des djihadistes en Syrie à frapper la France sont pris très au sérieux. L'action des services de renseignement qui sont placés sous ma responsabilité, des services de police, est plus intense qu'elle ne l'a jamais été pour des raisons qui tiennent au niveau de la menace, pour des raisons aussi qui tiennent aux appels au meurtre lancés par un certain nombre d'acteurs en Syrie, qui utilisent des moyens cryptés pour appeler des Français de plus en plus jeunes à passer à l'acte. À peine sorti du Conseil des ministres, Bernard Cazeneuve assure aujourd'hui que 2 attentats ont été déjoués ces 6 derniers jours. Israël et les États-Unis sont enfin arrivés à un accord sur l'aide financière militaire qui s'élèverait à 38 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Regardez. C'est fait. Plus de 2 ans de négociations, des controverses entre les dirigeants des 2 pays et pratiquement un divorce consommé entre Benjamin Netanyahu et Barack Obama. Les États-Unis et Israël sont parvenus à s'entendre. Et c'est ce mercredi que le département d'État américain signera un plan d'aide militaire de 38 milliards de dollars sur 10 ans. Entrée en vigueur de ce plan en 2019. Il comprend le développement de systèmes de défense antimissiles, l'obligation pour Israël de ne pas se tourner vers le Congrès américain afin de demander une rallonge budgétaire et l'utilisation du plan d'aide pendant 6 ans pour développer l'industrie militaire israélienne. Israël s'est donc engagé ensuite à acheter des produits manufacturés Made in USA et serait emmené à développer des liens avec des pays africains et asiatiques afin de doper ses exportations militaires et donc de financer sa propre industrie. C'est le plan d'aide le plus élevé jamais délivré par les États-Unis à Israël. 700 millions de dollars supplémentaires par an par rapport au précédent plan décennal. L'objectif, en marge des entraînements conjoints et réguliers entre les 2 armées, est de permettre à Israël de conserver sa force de dissuasion dans la région. L'un des exemples phares de cette coopération sécuritaire, l'acquisition par Israël d'avions furtifs américains Lockheed Martin F-35. À court terme, l'armée israélienne s'est engagée à acheter 50 avions de chasse d'ici 2020, la seule armée occidentale hors des États-Unis à disposer de cette arme stratégique. Dernier point de cette édition d'information, tout porte à croire qu'Hillary Clinton soigne sa pneumonie. Ce mardi, le président américain a mené une campagne pour la candidate démocrate à sa succession, la défendant contre des critiques injustes. Reportage. À 5 mois de son départ, Barack Obama est déterminé à mettre son charisme et sa popularité grandissante au service d'Hillary Clinton. Et pour soutenir la candidate à sa succession, il ne tarit pas d'éloges. Tout le monde n'est pas forcément solide et sincère. Hillary Clinton est solide et elle est sincère.
Le président américain ne fait pas que louer les qualités de son ancienne secrétaire d'État. Il n'hésite pas à attaquer son adversaire républicain, dénonçant notamment le manque d'éthique de Donald Trump. La fondation de la famille d'une candidate a sauvé d'innombrables vies dans le monde entier. La fondation de l'autre candidat a pris l'argent donné, puis a acheté un tableau le représentant de près de 2 mètres. Autre critique visant Donald Trump, ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. Je dois faire des affaires avec Poutine, je dois faire des affaires avec la Russie. Ça fait partie de la politique étrangère. Mais je ne vais pas partout dire que c'est mon modèle. Vous imaginez Ronald Reagan idolâtrer quelqu'un comme ça ? Il a vu l'Amérique comme une ville brillante sur une colline. Donald Trump appelle ça une scène de crime divisé. Il ne propose aucune politique ou des plans réels. Il offre seulement de la division et de la peur. Un soutien à la hauteur des critiques dont la candidate démocrate est la cible. Depuis quelques jours, Hillary Clinton est étrillée par le camp républicain pour avoir affirmé que la moitié des électeurs de Donald Trump étaient des gens pitoyables et critiquée pour son absence de transparence initiale sur son état de santé alors qu'elle était diagnostiquée d'une pneumonie. Des critiques injustes, a déploré le président américain. Un peu de réconfort pour Hillary qui, après son malaise de dimanche, doit reprendre sa campagne ce jeudi. Fini cette édition d'information. Merci à tous pour l'attention. Excellente soirée en compagnie des programmes de TATV.